dans la commune de Korogo, à cause de l'enseignant Gon Coulibaly, qui faisait campagne pour moi et qui était mon ami et qui était mon camarade, nous avons battu au fouet. Chers frères, chères sœurs, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, chers parents, le président Laurent Gbagbo, lors de sa dernière prise de parole pour le mot d'ordre, n'a pas menti. Il a dit ce que beaucoup vivent, mais que peu osent avouer. Il a mentionné son ami Lanciné Gon Coulibaly. Vous savez, au nord de la Côte d'Ivoire, chez nous, dès que tu te braques contre le RDR ou le RHDP et que tu as une autre vision, une autre voix, tu te fais agresser, tu te fais attaquer, tu te fais rejeter. Je pense que vous avez même vu l'un de mes cousins qui a eu du mal même à se rapprocher de moi, me rejeter publiquement. Vous savez, je me souviens d'un soir qui m'a rendu fort, mais qui en même temps m'a brisé. Ce soir-là, à 2 h du matin, on entendait des bruits au niveau du portail. Le portail de chez nous a été fracassé avec beaucoup de bruit. Le quartier a été alerté. Il y a certains témoins à la famille Diaoné, etc. Mais personne n'est sorti parce que nous étions pendant la crise post-électorale 2010. J'étais très jeune. Je me souviens que j'ai entendu des messieurs, des personnes, des hommes avec des armes entrer chez nous, casser le portail. Une fois entrés, ces messieurs ont abattu notre chien Bobby. Après avoir abattu le chien, ils se sont dirigés vers la porte et se sont mis à frapper la porte principale, à crier en malinqué. « Maître Gon, ouvrez la porte. Maître Gon », parce qu'on l'appelait Maître Gon, mon père. Je me souviens que mon père est descendu et que nous sommes tous retrouvés au salon et que nous étions apeurés. Et que mon père, craignant d'assister à son assassinat et à l'assassinat de sa femme et de ses enfants, était obligé d'ouvrir la porte. Lorsqu'il a ouvert la porte, ces personnes, même pas encagoulées, venues à visage découvert, ces FRC, ces rebelles du président Alassane Ouattara, du RHDP, qui aujourd'hui, enfin je reconnais certains dans cette armée, ont mis une machette sous la gorge de mon père. Et ils lui ont dit, aujourd'hui, tu vas mourir devant tes enfants. Aujourd'hui, nous allons te tuer devant ta famille. Je me souviens que j'étais tellement pris de peur que je me suis dissimulé derrière un placard. Je me souviens de ce jour-là où la femme de mon père, tellement terrifiée, s'est évanouie. Je me souviens qu'ils ont emporté mon père, ces rebelles, avec une machette sous la gorge, nu-pied. Il était vêtu d'une tunique. Ils l'ont pris et ils l'ont mis dans une bâchée. Ils sont partis avec lui. Je me souviens que moi-même, ainsi que plusieurs jeunes du quartier, le vieux, Issouf, etc., bien qu'étant jeune, je me suis mis à courir derrière cette bâchée. Et les jeunes, par élan de solidarité, se sont mis à courir avec moi derrière cette bâchée. Je me souviens qu'au bout d'un certain moment, pris de fatigue, je me suis arrêté. J'étais très jeune. Je me souviens que je suis retourné à la maison et allant chez moi, je ne cessais de me poser des questions. Est-ce que mon père va mourir? Il y avait dans ma tête un cocktail d'émotions, un sentiment de peur, de tristesse, de crainte. Parce que mon père représentait un bras valide pour notre famille. C'était un homme pieux, un homme d'État. Je me souviens que ce jour-là, je suis rentré et tellement fatigué, je me suis assoupi. Je me suis mis à dormir. À mon réveil le lendemain, la femme de mon père me dit que mon père est arrivé à la maison vers 5 h du matin, qu'il s'est tenu au-dessus de moi me voyant dormir, qu'il a remué la tête. Elle dit que mon père a dit que son fils s'est endormi pendant que des jeunes du quartier sont sortis pour aller le retrouver, pour aller essayer de le délivrer des mains de ces rebelles. Vous n'imaginez pas cette pression psychologique que j'ai ressentie ce jour-là, ayant eu l'impression de ne pas avoir été disponible pour mon père.
alors qu'il avait le plus besoin de moi. Pendant que j'étais très jeune. Et j'étais donc dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Je me souviens de cette nuit-là comme si c'était hier. Et ça émet en moi un certain sentiment de révolte, le même que je ressens aujourd'hui face à toute cette injustice que nous voyons en Côte d'Ivoire. Je me souviens de cette nuit-là comme si c'était hier, et aujourd'hui je le dis avec un cœur lourd. Il est revenu ce jour-là, mais il n'a pas vécu longtemps après. Mon père est mort, peu de temps après ce drame. Et ça m'a achevé. J'étais en troisième, j'ai repris la case de troisième, etc. Je n'ai pas pu le sauver, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut sauver d'autres pères, on peut sauver d'autres mères, on peut sauver d'autres enfants. Ce jour-là, j'étais seul, avec mes sœurs. Si j'avais eu d'autres frères, je pense que nous nous serions battus bec et ongle. Malheureusement, je n'étais qu'avec des sœurs et avec la femme de mon père. Mais je sais qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas seuls. Je n'ai plus besoin de frères de sang. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des milliers de jeunes comme moi. Des jeunes qu'on ne voit pas à la télé. Des jeunes qu'on n'invite pas au palais présidentiel, mais des jeunes qui en ont marre. Cette lutte, vous savez, n'est pas celle d'un nordiste. Ce n'est pas celle d'un opposant ou d'un jeune. C'est la lutte d'un peuple trahi. La pauvreté est partout. Le chômage est partout. La souffrance est partout. La jeunesse crie, mais personne ne l'écoute. Elle meurt dans les ghettos, cette jeunesse. Elle se drogue pour oublier. Elle vend son corps pour manger. Elle mendie un stage. Elle supplie pour un CDD, un contrat de 3 mois. Et pendant ce temps, ces mêmes visages qui depuis 30 ans tournent sur les mêmes fauteuils. Aujourd'hui, ils veulent empêcher le président Tidiane Thiam d'être candidat. Mais pourquoi? En vrai, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent eux-mêmes que si on laisse le peuple choisir sans exclusion, ils tomberont. Et c'est pour ça que la CED, donc anciennement CEI, est devenue leur outil. Mais nous ne sommes pas dupes. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Inscrivez-vous, chers frères et sœurs, et prions et mobilisons-nous pour la révision de la liste électorale. Mais surtout, ne vendez pas votre voix pour un t-shirt, ni pour 1000 francs, ni pour un plat de riz. Parce que c'est comme ça qu'on vend son avenir. Moi, je rêve d'une Côte d'Ivoire où un jeune peut créer son entreprise à 18 ans sans corruption. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où une fille enceinte ne meurt pas à l'hôpital par manque d'argent. Je rêve d'un pays où un élève ne marche pas 10 km pour aller à l'école et que la scolarité soit aussi chère qu'aujourd'hui. Je rêve d'un pays où la police n'a pas besoin de racketter pour être heureux. Je rêve d'un pays où un président sort du peuple et non d'un clan. Au nord, nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions, nous avons nos bois sacrés. Mais ça ne doit plus être utilisé pour nous museler. La religion n'est pas la politique. N'oublions pas que la religion n'est pas la politique. La religion est héréditaire. Ton père est musulman, tu deviens musulman. Ton père fait le poro, le bois sacré, comme nous, tu fais le bois sacré. Mais la politique, quant à elle, est une vision. La tradition n'est pas la soumission. Moi, j'ai une vision. Je suis un homme de gauche. Je l'ai toujours été. Je suis un homme politique socialiste. Combien de jeunes, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ont été sortis de la drogue grâce à nous et à cette campagne de sensibilisation? Combien de jeunes sont sortis du chômage et aujourd'hui ont emprunté une voie entrepreneuriale grâce aux formations entrepreneuriales qu'on a pu donner? Chère jeunesse du Nord, réveillez-vous. Suivre aveuglement n'est pas un choix, c'est une soumission. C'est vrai que chez nous, nous respectons les aînés, mais le respect
n'est pas la soumission. Le respect n'est pas l'endormissement de la conscience. Il est temps de nous prendre en main. Un autre parti viendra au pouvoir, soyez sûrs. Mais ce parti-là ne viendra pas pour détruire, comme on vous laisse croire, notre culture. Il ne viendra pas pour nous mettre de côté. C'est le RHDP qui est au cœur du tribalisme et de la division. Le président Laurent Gbagbo, comme je le disais, n'a pas menti. Et vous le voyez vous-même aujourd'hui. Combien de jeunes du Nord, n'ayant rien à dire, viennent sous mes publications pour me dire tu es un plaisantin, viens en Côte d'Ivoire, viens commencer la lutte. Mais je peux venir en Côte d'Ivoire et je vais venir en Côte d'Ivoire. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'ils me disent ça? Ils me le disent parce qu'ils savent que dès que je rentre en Côte d'Ivoire, je serai mis aux arrêts. Mais je n'ai pas peur d'être arrêté. Pas du tout. Ce qui me fait le plus peur, ce n'est même pas mon arrestation ou mon emprisonnement, c'est que vous restez endormi, que vous restez manipulé. Arrêtez d'écouter ceux qui vous disent que vous êtes jeune et que vous avez le temps. Non. C'est quand tu es vieux que tu as le temps. Quand tu es jeune comme vous et moi, tu n'as pas le temps. Tu dois te lever, tu dois travailler, tu dois militer. Je vous invite tous donc à une mobilisation, chers jeunes du Nord. Regardez autour de vous. Regardez vos mères. Aya Bamso. Elle travaille nuit et jour dans les champs. Nous avons une jeunesse sans emploi au Nord. Une jeunesse sans avenir. Mais moi je vous le dis aujourd'hui. Un jour, au nord de la Côte d'Ivoire, nous aurons des jeunes ministres, des jeunes présidents, des jeunes chefs d'entreprise sans favoritisme. J'y crois et je travaillerai pour ça. Pour sortir le Nord de l'illusion. Nous garderons nos valeurs, nous garderons notre culture, nous garderons notre tradition, mais nous allons nous moderniser. Nous allons sortir de cet endormissement de conscience. Nous allons sortir de cette programmation, de cette organisation faite par certains anciens. Le président Laurent Gbagbo avait raison lors de son discours. Quand tu es un jeune du Nord et que tu luttes contre le RHDP, tu es combattu. Mon père à son âme, a un témoignage vivant. Issa Malik, mon oncle, a un témoignage vivant. Kassoum Koulibaly a un témoignage vivant. Chers frères, chères sœurs, vivons, éveillons-nous, agissons. Car l'histoire ne retient que ceux-là qui se lèvent. Et je vous le dis aujourd'hui, nous allons marcher, nous allons parler, nous allons dénoncer, nous allons résister. Parce qu'un peuple qui ne parle pas meurt lentement. Et nous avons trop souffert pour mourir encore en silence. Un jour, je vous le dis aujourd'hui, nous serons les premiers du renouvellement de cette classe politique. Nous sommes la relève, nous sommes les immortels. Ce n'est pas un combat singulier. Jeunes du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, il est temps de nous mobiliser au centre pour notre patrie, pour notre avenir, pour notre développement, pour notre croissance. Nous devons penser à des projets sérieux comme la gratuité, comme la modernisation, comme l'industrialisation de nos quartiers, de nos villes, de nos villages. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, avec une jeunesse actrice de son développement. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique. En avant tous. En 1990, quand j'ai été candidat contre le président Houphouët-Boigny, dans la commune de Korogo, à cause de l'enseignant Bon Koulibaly, qui faisait campagne pour moi et qui était mon ami
et qui était mon camarade, nous avons battu au fouet. Et c'est Bombé qui était préfet de Korogo. Et Bombé a appelé le ministre, Léon Kona Kofi. Il dit, monsieur le ministre, les résultats ne sont pas bons. Il dit, il faut me dire quels sont les résultats. Il dit, le petit là, le petit fou là, il a eu 55%. Et le président a eu 45%. Le ministre lui a répondu, mais tu sais que je ne peux pas entendre ça. Donc je n'ai pas entendu. Bombé lui dit, c'est ce que je pensais, oui. Donc je vous rappelle, il refait le compte et puis il rappelle le ministre. Il dit, bon, mes collaborateurs me disent qu'ils ont eu 50-50. Le ministre dit, mais tu sais très bien que mes oreilles ne peuvent pas entendre ça et ma bouche ne peut pas dire ça au président. Bombé dit oui, ça je comprends parfaitement. Et la troisième fois, il dit, le président a eu 65%. Et le petit là, il a eu 35%. Le ministre dit, voilà quelque chose que je peux entendre. Là, je peux entendre ça. Bon, d'accord. Et c'est ce qui a été retenu. Mais ensuite devait arriver l'élection législative. Tous les gens qui ont voté pour nous à Korogo commune, leurs noms se sont retrouvés à Aboissou. Ouais. On ne les a pas radiés, mais ils étaient inscrits à Aboissou, à Djaké. Voilà. Et quand ils ont vu qu'on était en train de chercher à corriger cela, ils ont envoyé prendre l'ancien Egon en avion pour l'amener à Korogo pour qu'il dise devant ses parents qu'il n'est plus avec Gbagbo, mais qu'il est avec le président Houphouët. C'est comme ça que son aventure au FPI s'est terminée.